Alors aujourd'hui, on a vu Top Gun Maverick de Joseph Kosinski qui était présenté en hors compétition. Donc c'est la suite évidemment du film de Tony Scott qui est sorti il y a 30 ans. On retrouve Tom Cruise qui a fait une entrée en fanfare à Cannes. Bon, Josué, tu as vu le film avec moi. Qu'est-ce que pensais un peu de ce retour de Tom Cruise et aussi de ce retour à Top Gun, quoi, qui était un peu un film qu'on avait aussi mis dans les années 80, quoi, qui revient là aujourd'hui? Moi j'allais dire, je suis très agréablement surpris. D'une part parce que je pense que ça fait un moment que les films Tom Cruise et l'opération. Enfin, moi le dernier Tom Cruise qui m'intéresse vraiment c'est Edge of Tomorrow, et c'est vrai qu'il y a une question qui revient beaucoup dans ces derniers films, c'est celle de la question de l'obsolescence. C'est-à-dire Tom Cruise c'est quand même un corps en action, c'est un corps qui fait même ses cascades, il a beaucoup joué là-dessus, notamment dans les making-of et tout. Notamment les dernières Missions Impossibles, ouais. Et là cette question de l'obsolescence elle est prise à bras le corps dans un film qui moi je trouve assez... alors j'aurais une réserve, on en parlera à la fin, je pense que le dénouement peut-être met en lumière un point limite du film. Mais autrement, ce qui est assez beau, c'est que d'une certaine manière, il y a un peu de film. Il y a un film d'action, alors moi je le trouve très étonnant, qui serait un film vraiment purement céleste sur les séquences aériennes. Les séquences aériennes. Alors d'abord une scène d'introduction, moi je trouve très belle, et puis la préparation d'une mission qui va être un peu le point d'acmé du récit. En fait, ces scènes-là, il faut dire quand même, le film n'a pas grand-chose à voir avec le Top Gun de Tony Scott, et j'ai même envie de dire, celui-là est très supérieur, je pense, en termes de mise en scène. Je suis d'accord aussi. Parce qu'il y avait quelque chose dans le film de Tony Scott, je pense qu'il visait une forme de frénésie un peu sexuelle d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y avait une romance vraiment au cœur du récit. Oui, et puis il y avait une forme de tension sexuelle latente. De toute façon, on a beaucoup glosé là-dessus, sur le sous-texte potentiellement homo-érotique de Top Gun. Mais il y avait aussi vraiment le côté un peu vaguement expérimental de Tony Scott dans ces années-là, du moins. Moi, il y a des Tony Scott que j'aime un peu plus vers la fin de sa carrière. Mais là, me semblait tourner plus du côté du flip. Enfin, moi, je trouve pas ça très passionnant et pas très lisible. Et je suis pas sûr que les scènes d'action de Top Gun premier du nom soient vraiment très intéressantes. Alors que là, il y a quelque chose d'hyper passionnant. C'est qu'en gros, il envisage la conquête aérienne, on peut dire de cette manière, parce qu'il y a aussi cette idée d'accomplir presque des miracles techniques, de vitesse, etc. Des acrobaties, on retourne la gravité, enfin on se met à l'envers, etc. Exactement. C'est une manière pour le personnage de Maverick de presque tordre la matière du temps et de l'espace. Il y a vraiment quelque chose en fait de métaphysique dans le film, c'est-à-dire il y a une volonté de retarder aussi cette échéance du corps qui serait trop vieux pour pouvoir voler et de perpétuer, évidemment on le voit en sous-texte, le mythe Tom Cruise de cette manière, parce que le film prend vraiment ça à bras le corps. Et ça donne en même temps des scènes d'action que moi je trouve assez lisibles et surtout que je trouve qui éveille un sentiment que j'avais un peu perdu depuis quelques années dans le blockbuster, c'est-à-dire une espèce d'esthétique de la puissance. Moi, c'est-à-dire je sens le souffle, je sens la poussée de vitesse, je sens, tu vois... On l'a vu dans Mad Max quand même, il y a quelques années. Alors oui, mais là il y a un spectacle très beau et que je trouve par exemple on ne voit pas du tout dans les films qui sont plutôt des films d'espace. Je pense à First Man ou des choses comme ça, ou même Gravity. Là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sensoriel d'extrêmement fort, quoi, sur la captation de la vitesse, sur la machine, un peu avec les sièges qui tremblent. Enfin, il y a quand même, en termes même d'expérience de cinéma, un retour à presque une essence première du blockbuster, comme un espèce de spectacle forain et pyrotechnique aussi. Et de spectacle pyrotechnique, mais vraiment qui nous met au cœur de la machine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément des scènes extrêmement époustouflantes, mais ça va jouer dans un coup de vent, dans de la poussière, dans des effets plastiques de lumière, dans un effet presque lumineux, dans la courbe d'un avion. Enfin, ou tout le jeu aussi sur les contre-missiles et les missiles. Enfin, ça crée une espèce de spectacle pyrotechnique par endroits, mais vraiment très racé. Enfin, il y a quelque chose d'assez beau. Et puis il y a un deuxième film qui serait un film mélancolique sur retour à Top Gun, donc retour à l'école de formation, retour à des personnages, fantômes du passé. Et là, il y a vraiment des choses assez émouvantes. Bon, je donne la parole là pour qu'on enchaîne, mais je trouve que le film, à l'exception de la fin dont on va reparler, réussit vraiment sur les deux tableaux et réussit vraiment à entremêler ces deux trames qui en fin de compte sont assez différentes. C'est surtout que sur l'horizon que tu disais, sur la pliure de l'espace-temps de ce spectacle-là, on le voit dès le début du film. Ouais, il y a une toute première séquence, alors déjà c'est Top Gun qui ressort un peu de son tombeau, on a tous les artefacts du premier film. On remet la piste en route. Voilà, il y a tout un jeu là-dessus, l'entrée en matière est, je trouve, assez passionnante. Et on a une première mission avec un avion qui est en vitesse supersonique, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire. Et dans l'idée c'est que voilà, on repousse un peu une limite et c'est un compteur et ça va être tout un jeu comme ça sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc ça va être aussi la grande nouveauté par rapport au premier film aussi, c'est qu'on a la question aussi du remplacement des pilotes évidemment par des drones autopilotés, des intelligences artificielles, etc.
Et cette place-là sur le numérique, elle me semble aussi intéressante parce que bon, Kosinski a fait Oblivion, donc on avait déjà aussi Tom Cruise face à la machine dans l'autre film de Kosinski, qui est aussi l'auteur de Tron. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on retrouve cette partie-là qui moi m'a quand même assez intéressé aussi dans la façon dont, par exemple, on va mettre en scène les courses-poursuites d'avions en parallèle d'une simulation à côté, d'un spectacle en fait, c'est-à-dire que les pilotes regardent leur propre performance à l'écran dans une salle. Et le film, pendant un moment quand même, c'est presque que ça quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça raconte quelque chose du du blockbuster, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas arriver à un stade où le corps lui-même sera obsolescent, voilà, donc des questions qui sont tout à fait passionnantes. Ça c'est la partie la plus intéressante du film. Alors c'est la partie la plus intéressante du film, mais moi je dois dire que le côté Tom Cruise en fait, parce que c'est aussi un Tom Cruise movie, sur la persona de Tom Cruise, sur la fille de Tom Cruise, sur le corps de Tom Cruise. On a carrément remis une palme d'or d'honneur surprise pour ce film. Et il y a quelque chose de très beau, notamment, moi quelque chose que je trouve vraiment très troublant, et là je trouve que le film fait pas les choses à moitié, c'est sur le personnage de Val Kilmer. Parce qu'on le sait, il y a eu un documentaire dont tu avais fait la critique l'année dernière. Val l'an dernier. Val, qui est un séance spéciale, on sait que Val Kilmer en fait est malade, et qu'il ne peut tourner. C'est très bizarre au début du film parce qu'on voit apparaître au générique, c'est déjà troublant parce qu'on sait qu'en fait Val Kilmer ne fait plus de film à cause de son état de santé. Et au début il y a juste des textos, il y a des photos, donc on se dit peut-être qu'il va y avoir juste une présence de Val Kilmer, voilà. Et en fait il y a vraiment une scène avec Val Kilmer, et ce qui est très beau, c'est que le dépérissement du personnage et sa maladie est intégré à la chair même du récit. Et là, il y a une scène où il y a deux corps un peu fatigués, et il y en a un qui est déjà... Tom Cruise et Val Kilmer. Voilà, alors, Tom Cruise, on voit les rides en fait, on voit déjà la ride du lion, on voit déjà que son corps est un peu moins vif par rapport aux jeunes qui sont en train de le remplacer, qu'il est supposé former. Et puis il est confronté au corps réellement malade de Val Kilmer. Et là, il y a une scène magnifique, et je trouve très beau, c'est le renversement, c'est qu'à un moment, le personnage de Val Kilmer, je ne vais pas trop en dire, mais met Tom Cruise face à la réalité du jeune, et que son corps va arriver à bout. Et là, Tom Cruise fond en larmes et il répond, en fait, je ne sais pas comment m'arrêter, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment aborder l'étape qui suit. Et ce moment-là, c'est une scène de pure émotion. Moi, je trouve que c'est le film le plus émouvant du festival. Voilà, Top Gun de Madrid. On est au deuxième jour, mais. On est au deuxième jour, mais je trouve vraiment le film très fin là-dessus, et surtout, il y a même quelque chose qui me plaît assez dans le film, c'est-à-dire le côté un peu retour aux années 80, qui moi me pourrait me déplaire, c'est-à-dire ce que font un peu toute la tendance des films reboot ou des films un peu doudous, ce qu'on appelle les films doudous, c'est-à-dire on revient à un certain idéal des années 80 qui en fait c'est un idéal très contestable, mais l'idéal capitaliste du corps jeune, beau, arrogant, America et compagnie, enfin voilà, tout ce que Top Gun incarne un peu, quelque chose un peu rutilant, de patriotique, complètement même, voilà, pas, complètement. Et là en même temps il y a un côté complètement insouciant, on retrouve sa copine des débuts, donc qui est jouée par Jennifer Connelly, et il y a une forme d'innocence retrouvée dans ce sens que je trouve assez belle en fait, alors que ça pourrait être un film de bidasse ou de troupier un peu déplaisant. Et je trouve au contraire que y a vraiment une candeur qui est retrouvée. Il y a un retour de la candeur en même temps qu'il y a un retour de la pyrotechnie. Alors ensuite il y a un seul problème dans le film, c'est son dernier acte, qui est l'accomplissement de la fameuse mission qui est préparée pendant 1h30, qui me semble durer un peu en longueur et qui surtout pose quand même une question, c'est qu'à un moment ces deux films, qui sont tous les deux très beaux jusqu'à la dernière ligne droite, finissent par entrer en contradiction. Tu veux dire Top Gun et le film sur le vieillissement? Alors le film céleste on va dire, c'est-à-dire le film d'action spectaculaire, et le film sur Tom Cruise et le retour des personnages du film d'origine, et sur une espèce de méditation aussi sur le vieillissement des corps hollywoodiens. Et là il y a quand même un problème, c'est que on ne peut pas aller au bout de l'obsolescence de la manière, c'est-à-dire qu'il faut quand même raviver la flamme Tom Cruise, la flamme Tom Gun. Il faut quand même que Maverick soit cette espèce de demi-dieu, ce qui est Tom Cruise, cette figure un peu mythologique. Et là, d'une certaine manière, le film cède un peu à ça, dans un long dénouement que je trouve... Voilà, d'ailleurs, à un moment, le grand spectacle final pourrait s'arrêter, il est relancé presque une ou deux fois. Et là, je trouve que le film, d'une certaine manière, n'est pas tout à fait à la hauteur de l'entremêlement qui tient pendant 2 heures. Mais pendant 2 heures, je trouve que c'est vraiment un film pas loin d'être magnifique. Ouais, mais moi, c'est sur toute la partie rejeu du premier, en fait, où on s'écarte un petit peu de Tom Cruise. Ça arrive sur certaines scènes, voilà, où on va filmer davantage les jeunes. C'est le personnage de Miles Teller qui joue le fils de Cruise. Coéquipier de Tom Cruise qui mourait dans le premier film. Toute cette partie-là m'a vraiment moins convaincu parce qu'on sentait qu'il y avait un programme quand même qu'il fallait un peu respecter et que ça se marche un peu dessus. Oui, surtout à la fin, quand on doit sauver à 2 reprises donc le nouveau personnage et l'ancien, on sent qu'il y a un passage de relais qui est difficile à prendre, et la fin du film c'est clairement comme la fin du premier. Je vois pas de différence fondamentale qui est prise en compte par rapport à tout le développement qu'il y a eu en parallèle. C'est-à-dire qu'il est vrai que dans la dernière ligne droite, le film refait un peu le premier, mais en même temps, ce que tu dis, je trouve que ça produit des choses très belles. Par exemple, la scène du bar, qui est une scène vraiment presque un peu grotesque, où tout le monde sourit, tout le monde est joyeux, tout le monde boit,
tout le monde se jauge, tout le monde se charrie un peu. Enfin, il y a un espèce de retour à la vérité de Top Gun. Et en fait, la scène finit sur juste le rejeu d'une scène en plus de Top Gun, pour le coup, qui est une scène chantée. Et le personnage de Tom Cruise qui est au bord des larmes, et le personnage de Jennifer Connelly qui, au milieu de la foule, voit qu'il est en train de s'effondrer, tout seul à l'extérieur, en train de regarder. Derrière la vitre, en plus, on le met de côté, quoi. Ouais, et ça c'est très beau en fait. Le film réussit comme ça à créer des espèces de brèches émotionnelles et temporelles à partir justement d'un système de rejeu où on voit les scènes du premier film. Et je dois dire quand même, oui, la tâche est pas facile et je trouve qu'il s'en sort très bien. Et pour le coup, tu as raison sur la filiation avec le premier film. Et en même temps, on y revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'en termes de scène d'action, c'est pas du tout la même chose. Il y a une logique à mon avis de découpage qui n'est pas du tout la même, mais qui est autrement plus convaincante. Je pense que ça peut faire une bonne conclusion. Le film d'ailleurs sort le 25 mai, donc vous pourrez le voir en salle très bientôt. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo depuis Cannes.